Bienvenue dans le podcast de Familio, un espace de discussion sur la réalité et les défis des professionnels en santé mentale et services sociaux. Bonjour, bienvenue au troisième podcast de Familio, qui aujourd'hui va porter sur la première rencontre. Ce podcast est une collaboration avec Alexandre Francisco, psychologue, et aussi Marie-Josée Orval, travailleuse sociale. Aujourd'hui, la première rencontre. C'est un grand thème, mais d'abord, je voudrais vous écouter pour essayer de comprendre pourquoi vous avez choisi ce thème-là de la première rencontre. On donne la vraie version, hein? On donne la vraie Oui. version. OK, non, mais comment? On commence avec la vraie version. La vraie version, c'est que j'ai proposé à Alexandre de parler de la première rencontre. Pour moi, qui est fondamentale. On va parler un petit peu aujourd'hui de pourquoi elle est fondamentale. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la première rencontre. On doit soigner la première rencontre, donc y penser, y réfléchir. Alexandre n'était pas sûr au début. Ben, je pensais qu'on n'allait pas avoir tant de matériel que ça, parce que je suis d'accord sur le principe que c'est une rencontre importante, mais en même temps, il y en a tellement d'autres, des séances importantes. Puis j'étais hésitant, mais finalement, quand on a commencé à jaser, j'ai fait comme, ouais, OK, on a quelque chose, là. On a quelque chose. Puis finalement, là, on a peur d'avoir trop de Oui, choses. c'est comme un classique, hein? Oui. Exactement. Puis soigner la première rencontre. Alexandre, quand on a discuté ensemble, tu parlais beaucoup de l'accueil, puis tu as nommé un aspect super important. J'aimerais ça que tu le renommes au niveau de la collecte. Oui, ben en fait, c'est en jasant ensemble on a trouvé une formule, c'est qu'on se dit souvent, là, ça peut être stressant des deux côtés, hein. Le patient qui rencontre, toutes les familles qui te rencontrent pour la première fois. Nous, on rencontre la première fois le patient, on parle au téléphone. Puis il peut avoir cette tendance-là à dire, OK, là, faut que je fasse. Puis c'est vrai qu'on fait une évaluation du patient, évaluation psychologique, systémique, peu importe. On a des rencontres d'évaluation. Donc, on peut être axé sur aller chercher l'information, puis tout de suite documenter. En même temps, si on collecte des données, je pense qu'avant de collecter des données, il faut collecter le lien. Et que ça, c'est comme c'est un incontournable de d'abord, puis ça sonne un peu cliché, mais je pense que c'est un cliché qui est vrai, il faut d'abord offrir des conditions relationnelles, commencer à créer un lien avec le patient, le mettre à l'aise, l'accueillir, expliquer ce qu'on a besoin d'expliquer, mais je dirais le lien avant, la collecte du lien avant la collecte des données. Ça va se faire ensemble, évidemment. Ça, pour moi, c'est déjà la base pour pas négliger l'état dans lequel le patient arrive pour l'accueillir, parce que si on donne tout de suite un long speech sur tout ce qu'il y en a à faire, qu'est-ce qu'il doit dire, là, on va l'échapper d'après moi, là. Exact. Il y a des gens avec qui ça va être plus simple d'ailleurs, la collecte du lien, de créer le lien. Ça peut être rapide et facile. Il y a des gens qui rapidement vont nous mettre à mal, nous et cette personne-là elle-même dans le lien. Donc, l'accueil, la chaleur, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment la personne se sent à son arrivée. Pour moi, il faut prendre son temps. C'est jamais du temps perdu. Puis là, je pense aux intervenants qui sont auprès des familles, soit avec enfants ou même, je pense, dans le réseau de la santé, mes groupes qui sont au soutien à domicile ou en psychiatrie adulte qui rencontrent des familles complètes. Donc, tu sais, prendre le temps de se présenter. Qu'est-ce qu'on fait là? Eux, qu'est-ce qu'ils font là? Qui sont-ils? On laisse les gens se présenter. Puis, tu sais, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un hôpital. Tu sais, de rentrer dans une chambre d'hôpital, puis déjà, bon, ben là, on va... Ouais. Les gens ne savent même pas on est qui. Oui, C'est oui. comme le pain quotidien des travailleurs sociaux, là, de devoir prendre le temps. C'est des gens qui pensent qu'on est... on rentre dans les chambres, puis on est nécessairement les bienvenus. Mais pas tant que ça. À domicile, on rentre chez les gens. Est-ce qu'on est les bienvenus? Comment ils se sentent qu'on soit là? Comment ils perçoivent notre présence? Est-ce qu'il y a une angoisse ou une peur, une crainte, une préoccupation derrière ça? Pour moi, il faut mettre la table. Puis écoute, quand je t'écoute, ça fait penser à Winnicott, quand il parle je vais le traduire en français, là, comment l'objet se présente Mhm. à l'enfant, tu sais. Donc, la question de comment le thérapeute va se présenter, le object presenting, je suis pas sûr que c'est ça la bonne formule, mais l'idée de l'objet prend le temps de préparer l'autre à sa rencontre. Hein, voici ce que je m'en viens faire avec vous. Là. Fait que ça fait juste, il y avait un flash de Winnicott là-dessus. Puis je pense que quand tu le dis comme ça aussi, je pense que ça amène l'élément que, oui, on a notre cadre d'évaluation, on sait où on s'en va, mais pas trop structurer trop les affaires au début. Moi, dans mon approche psychodynamique, même la première séance, je suis assez lousse dans le sens que on refait jamais notre première impression. Tu sais, c'est comme la personne va se présenter, lui, il arrive avec quand même une charge anxieuse d'une certaine façon. Fait que moi, je le veux
le plus naturel possible. Fait que je veux pas trop couper les affaires. Puis des fois, il me disait, ouais, mais là, tu structures pas assez, tu vas perdre de quoi? Moi, c'est l'inverse. Parce que je vais le voir, entre guillemets, à son naturel. Fait que je veux pas trop structurer. C'est pas dire qu'il n'y en a pas de structure, mais je veux vraiment voir qu'est-ce qui va émerger quand quelqu'un se présente, mettons, à moi, puis qui m'a jamais vu. Puis je vais voir tout ce que, comme angoisse, comme tendance, comme réaction qu'il va avoir. La première rencontre, elle revient jamais. Puis il y a quelque chose qui peut être très condensé. Il y a même certaines théories, entre guillemets, qui disent tout est dans la première rencontre. Première chose que la personne dit, comment qu'elle s'assoit, où elle s'assoit, la famille, hein. Il y a quelque chose de très riche. Il y a du potentiel dans la première de rencontre pour déjà en apprendre sur notre patient. Si on tolère d'abord d'être dans le lien, puis d'abord de laisser peut-être un peu plus de lousse puis de marge de manœuvre pour les voir comment ils vont apparaître devant nous, hein. On peut Carte avoir de visite qu'on pourrait dire. C'est quoi leur carte de visite, là? tout à fait, puis on peut avoir l'impression d'une perte de temps. Parfois, on vit de la pression aussi parce que les gens ont beaucoup de souffrance, ils viennent chercher quelque chose, des fois ils ont attendu, des fois ils viennent rien chercher, mais on a des collègues de travail qui nous mettent une pression, hein, quand on travaille en équipe. Donc, on ressent une pression à aller chercher le plus d'informations possible, à agir rapidement. Je pense qu'on va avoir plus d'informations plus riches et plus vraies si on prend le temps de créer un espace relationnel intéressant pour les gens. Donc, pour moi, c'est jamais une perte de temps. Et moi-même, je croule parfois sous une pression de faire beaucoup. Si je rencontre, moi, des groupes 5 fois dans l'année, j'ai 5 rencontres de 3 heures avec eux, j'ai le goût de partir vite sur Ah les oui. aspects théoriques, puis me Ah oui. garrocher là-dedans Tu as une avec eux. limite de temps, là. Bien sûr, je le sais que ça va être condensé ce que je vais faire avec les gens, une formation, 5 formations, mais il faut que je prenne le temps. Puis je m'en rends compte, quand je ne prends pas suffisamment de temps, je regrette après. Il y a des choses qui n'ont pas été bien placées. Donc, ce temps-là, pour moi, c'est un bon investissement de se présenter puis de créer la relation. Ça, c'est tellement important, hein, c'est l'idée moi, ça, c'est tellement important ce que tu dis, c'est l'idée de, calmons le soignant en nous. On a le goût de Mhm. soigner, on est là pour ça, c'est ça qui va donner naissance à notre travail, mais en même temps, il faut calmer le soignant. Dans les premières rencontres, on soignera pas tout de suite. On peut soigner dans le sens que juste l'accueil, puis la bienveillance, puis l'intérêt, déjà, ça peut lui faire du bien, mais embarquer dans le soin trop vite, prendre le temps va nous faire gagner du temps. Tu sais, on pourrait dire ça dans une évaluation, si on prend le temps. Pour moi, ça, c'est un élément important. Puis de toute façon, on commence déjà à évaluer au téléphone. Je veux dire, on parle de la première rencontre, mais déjà au téléphone. Moi, j'ai des patients impossibles à rejoindre pendant des jours. Ça parle de quelque chose, ça. Ils prennent-tu leur message? Déjà, le premier contact au téléphone. Puis même première fois qu'on va les voir dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Comment ils sont en avance, en retard, avec qui ils viennent? Y en a-tu qui viennent avec leur maman? Il y a l'ado qui vient tout seul, toute la famille. Tu sais, il y a tout ça qui, je trouve, qui se place, puis qui peut donc nous ramener que, oui, attends, l'évaluation, elle commence déjà au téléphone. Fait que calmons-nous. On va avoir du temps, puis on va pouvoir gagner du temps, justement, à prendre notre temps de le faire, là. Même quand on est dans un contexte pas de temps, comme en milieu hospitalier, ça vaut la peine. Puis tu as parlé de l'appel téléphonique, Alexandre. Pour moi, la première rencontre se prépare avant même la première rencontre. Le lien se crée avant même une première rencontre. Tu sais, si je prends l'exemple, Jean-François, à la clinique, familiaux, en privé, tu sais, on a quelqu'un qui va nous mettre un nouveau client dans un nouvel usager dans notre agenda. Moi, je veux toujours avoir un bref appel avec les gens. Évidemment, moi, dans mon contexte auprès des familles, je dois aussi placer qui va venir, hein. Donc, il y a cet aspect-là pour moi qui est important. Mais déjà, quand j'ai un contact avec la personne, j'ai déjà un lien tranquillement qui se crée. La personne, peut-être qu'elle n'a jamais consulté avant. Peut-être que c'est un couple qui sont en chicane, puis ils pensent qu'ils s'en viennent débattre dans le bureau. Donc, déjà, quand je vais placer est-ce que vous savez où est-ce que c'est, la clinique? Quand vous allez arriver, est-ce que vous avez reçu le code? Moi, je vais vous attendre. Je vais vous envoyer on a un consentement, un formulaire. Je vais vous demander de le lire avant d'arriver. On va en reparler quand vous allez être là à la première rencontre. Donc, je vais déjà placer qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qui va être là, à quoi la personne s'attend, mais surtout, quelles sont ses préoccupations. Est-ce que vous avez l'impression que votre ado, il ne va pas rentrer dans la voiture? Est-ce que ça vous inquiète de venir à la clinique avec votre conjoint, par exemple? Déjà, la personne peut me dire s'il y a quelque chose qui la préoccupe. Et ça va rassurer cette personne du fait qu'elle s'en vient à la clinique, mais pour moi, ça va être la même chose dans n'importe quel contexte. Donc, avant même une première rencontre,
je vais placer une part de la relation et de qui je suis et aller vérifier les préoccupations. Oui, puis ça aussi, hein, c'est dans le fond, c'est là qu'on voit que tous les enjeux de la première rencontre, même si on peut se rattraper, quand tu parles d'informer, déjà, dans ma façon de faire que j'ai au fil des années, il y a toujours 2, 3 messages que je drop, comme on dit, on pourrait dire, à la première rencontre, par rapport, ne serait-ce que quand je leur dis, vous savez, ici, il y a 2 principes sacrés quand vous venez me voir, c'est confidentialité et respect du rythme de dévoilement. Puis là, ils me disent, ouais, mais là, vous avez regardé mon dossier. Je dis, ah, moi, j'ai pas lu votre dossier. Ils me regardent toujours avec des gros yeux, tu sais. Vous n'avez pas regardé mon dossier. Je dis, non, j'ai parlé à votre psychiatre, évidemment, je travaille dans une institution, là. Mais je dis, moi, je veux pas avoir d'informations sur vous que vous n'êtes pas prête à me donner. Parce que c'est votre trip, c'est vous me connaissez pas. Puis moi, j'arrête des choses super intimes. Je dis, moi, je veux pas le savoir. Je sais le minimum parce que je veux parler avec votre médecin, mais sinon, moi, je veux que ça soit vous qui décidiez quand. Il faut que je mérite votre confiance, puis quand vous allez être prêt à me le dire. Ça, pour moi, quand je leur dis ça, puis comme on avait déjà parlé tantôt ensemble, je m'excuse au nom du réseau. Je sais que ça fait 6 fois qu'ils ont vu des intervenants. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont allés d'un CLSC à un organisme à un autre, qu'ils sont fait revirer de bord à telle place, qu'ils ont eu un bon service, mais c'était pas assez long, puis que là, qu'il faut qu'ils répètent encore. Fait que moi, je pense que c'est comme un peu le minimum de montrer une sensibilité au fait que c'est le parcours du combattant. Hein. C'est probablement l'expression que j'entends le plus quand je leur dis ça, puis je vois l'effet que ça a. Parce que des fois, ils arrivent un peu crinqués en disant hey, là, pas un autre, là, puis là, ça va prendre combien de temps? Écoutez, je m'excuse au nom du réseau. Là. Je le connais, le réseau. Ça fait longtemps. Il y a des bons côtés, puis il y a des côtés qui sont moins bons. Hein. Fait que de déposer ça, de déposer les principes sacrés de la psychothérapie, puis de dire aussi, vous savez, hein, moi, je vais essayer de vous aider, mais on n'est pas dans la même chaise, mais on est sur le même plancher. Hein, de rappeler que comme une espèce de posture de co-travail, co-construction, c'est pas parce que je suis psy, comme disait Freud, hein, je suis pas l'expert de vous, je suis l'expert de la méthode, mais pas de vous. Fait que donc, on va faire que je vous écoute, puis en tout cas, j'associe encore, je pense que je l'avais peut-être déjà raconté dans un autre podcast, mais j'ai mes diplômes universitaires, puis là, j'ai mis dans mon bureau mon bac, ma maîtrise, mon doctorat, puis je suis content, je suis fier de ça. Puis évidemment, ils sont juste en arrière, mais à un moment donné, les patients, ils les voient, puis ils font ah ouais, je vois, oui, c'est mes diplômes. Puis là, je leur dis, hey, je dis, vous savez ce que ça m'a permis, hein, ces diplômes-là? Puis là, je vois dans leurs yeux un peu, ils pensent que je vais leur donner une espèce de thérapie de feu ou de quelque chose comme un grand secret. Je dis, ah, vous savez, mes études, ça m'a appris une affaire, c'est que je sais jamais ce qui se passe dans votre tête. Je sais jamais ce qui se passe dans la tête de mes patients, dans le cœur de mes patients, et qu'il va faire que je vous écoute. Tu sais, fait que là, je le construis comme ça, mais ça, pour moi, c'est un peu comme si l'intervenant, il doit un peu révéler sa posture. Un peu les attitudes avec lesquelles il va accueillir le patient. Fait que je trouvais que ça rentre un peu dans ce que ça complète, je dirais, ce que tu disais là, sur toute la préparation. C'est comme ça que tu m'as convaincu. Quand on en a parlé pour la première rencontre, je disais, ah oui, il y en a du stock finalement quand on le déplie ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Voilà. Fait que ce que je comprends bien, il y a vraiment une posture d'écoute, bien sûr, hein, c'est d'empathie, puis d'essayer d'avoir des indices avant la première rencontre pour que de part et d'autre, autant le client, le patient ou nous, le professionnel, ben, on ait une idée de ce qui nous attend, qu'on ait déjà commencé à placer un petit peu notre cadre, puis avec une humilité aussi de dire comme, ben, tu sais, je sais que venir ici, ça peut être difficile, on peut vivre de la frustration, l'angoisse, c'est plein de choses, du stress, ben, ensemble, on va le déposer, puis on va prendre le temps de reconnaître ça pour être capable d'avancer ensemble. Puis une question que je me pose, c'est quoi une première rencontre réussie? Comment on est capable de dire, ben, j'ai eu une bonne première rencontre? Je sais que c'est pas aussi simple, c'est pas noir ou blanc, il y a beaucoup de gris là-dedans, mais selon vous, comment est-ce qu'on est capable de décrire ça ou d'imaginer une bonne première rencontre? Ça dépend du patient, hein? Une bonne rencontre pour Julie, c'est pas nécessairement la même rencontre qu'une bonne rencontre pour Gérard, tu sais. Il y a comme, ça dépend je dirais, du début d'évaluation qu'on a déjà fait. Tu sais, si, mettons, j'ai un patient super anxieux, là, puis qu'à la fin, il est moins anxieux, ben, je me dis, ah, ben, finalement, je pense que je l'ai bien accueilli, c'est calmé. Mais un patient qui me dit, je sais pas toi, qui est pas connecté à ses émotions, puis il finit un peu la séance. Je donne un exemple, là, tu sais, puis il finit la séance plus anxieux, mais je me dis, ben, c'est peut-être une bonne chose, parce qu'il a comme dégelé un peu à la première rencontre. Il a été capable de sortir de sa tête un peu, puis de sentir ces choses. Donc, je me dis, ah, ben, j'ai fait un accueil assez chaleureux pour entre guillemets, le réchauffer. Fait que je dirais que c'est en fonction du patient, qui n'aurait pas, c'est très personnalisé. Je sais pas ce que tu en penses, Marie. Là. J'ai de la difficulté à répondre à cette question-là parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a notre première rencontre, on a fait bonne impression, on a été chaleureux, la personne semble plus détendue ou les personnes Ouais. et que finalement, c'est pas du tout le cas. Fait qu'on dirait que j'ai de la difficulté par rapport aux résultats. Des fois, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, puis au final, T'es pas sûr en tout. je reçois un appel après, puis que ça s'est pas du tout. Et ça s'est passé, là. C'est des faits vécus.
Donc, on dirait que je me fie jamais à mon impression à moi, de comment la personne ou les personnes ont pu se vivre. Ceci étant dit, qu'est-ce qui est satisfaisant pour moi, par exemple, versus une réussite? Si j'ai l'impression que j'ai réussi à laisser la place à tout le monde Mmh. et donc, moi, avoir pris ma place. Tu sais, il y a des premières rencontres, on dirait qu'on va être bousculé un petit peu. Puis l'exemple, Alexandre, peut-être que tu renommeras au micro dont tu as nommé tantôt avant, quand on parlait de ce qu'on allait faire ensemble aujourd'hui. Tu as parlé d'un exemple, mais des fois, les gens nous arrivent avec une grande charge. Et nous, comment on va réagir à ça? Des fois, on est content de notre réaction. Des fois, on a l'impression qu'on s'est fait mettre un petit peu dans le coin ou peinturer dans le coin. Donc, on n'est pas content de ne pas avoir pris notre place comme intervenant. Fait que moi, je vais me fier à la place que j'ai prise, comment moi je me sens, et je vais surtout me fier à ça. Puis finalement, des fois, c'est des réussites, des fois, c'est des échecs, mais c'est extrêmement difficile pour moi de le savoir. Quand j'anime des groupes pour une première fois, les gestionnaires vont me demander, puis comment ça a été la Mmh. rencontre? Je dis, ben moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Est-ce que les gens ont eu du plaisir? J'en ai aucune idée. Parce que même si les gens ont réagi, sont sortis contents, peut-être qu'ils n'étaient pas si contents, puis ils ont fait comme les autres, faire semblant d'être contents. Ouais. Hein? Ah ben, oui. Même chose, une mère de famille, on a l'impression que hey, ça a bien été, on a créé des liens, les gens sont venus nous parler de leurs problèmes, on a une idée de ce qu'on a envie de faire ensemble, relationnellement, mais aussi au niveau du plan, au niveau des objectifs. Finalement, on n'a plus jamais de nouvelles après. Fait que, ce que j'entends là-dedans, c'est que de savoir si la première rencontre s'est bien passée, c'est après qu'on le sait. C'est peut-être juste à la deuxième ou la troisième ou la 10e rencontre qu'on est capable de porter un regard sur cette première rencontre-là, parce que les impressions suite à la première rencontre, des fois, peuvent être erronées parce qu'on n'est pas dans sa tête. Et donc, il est peut-être encore des fois une façade, il y a des choses qu'on a mal lues, c'est par la suite Exact. qu'on le sait. Puis il y a des gens qui ne nous le diront pas s'ils ne sont pas contents. Effectivement. Puis aussi, on pourrait dire, hey, c'est la première rencontre, puis c'est juste la première rencontre. Dans le sens que c'est la première brique qu'on pose dans la construction de la relation de confiance. Exact. Pour moi, je fais du chemin ce que tu dis, c'est ce que je vise, c'est que de créer un bon climat pour que le patient puisse se dévoiler. Hein? Puis Exact. que donc il soit capable tranquillement, à son rythme. Donc, puis on revient à comment, ça dépend comment il se présente, hein, dans quel état il va arriver. Je donnais l'exemple tantôt, on parle de la carte de visite, hein, la première rencontre. J'ai un jeune patient qui rentre dans mon bureau, là, il m'a jamais vu, là. La première chose qu'il me dit, c'est vous êtes un vieux psy, vous. Ah, moi, j'aime pas ça, les vieux psys, ils ont des vieilles théories, là, sont pas sa coche, tu sais, mais moi, j'aimerais mieux avoir un jeune. Eux autres, ils ont des théories plus modernes. Imaginez, c'est sa carte de visite. Il me dit pas bonjour, merci de rien. La première chose, il commence comme ça. Ça, je trouve que dans la première séance, il y a quelque chose qui se passe pas ailleurs. C'est que le patient arrive avec une charge, une inquiétude, une préoccupation, il est peut-être stressé, mais il ne se l'avoue pas. Ce qui va nous dévoiler, je trouve que ça va être très, très révélateur, comme mon patient de 48 ans qui travaille 90 heures semaine. Quand je lui demande, parlez-moi de vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Il va me parler toute la séance de sa job. Je suis tout au courant de ses contrats de construction, du nombre d'immeubles qu'il a construit, mais j'ai zéro information sur les relations. Et ça je vais peut-être tenter ma chance de temps en temps, mais je trouve ça encore plus intéressant de voir qu'il a pris toute la séance. Puis il y a des gens qui vont dire, ben voyons donc, t'as gaspillé du temps, t'aurais dû insister. Mais non, je veux savoir jusqu'où il va aller. Fait que ça, pour moi aussi, ça fait partie, parce que c'est une bonne question. Quand tu parles de la réussite, en tout cas, c'est aussi, non, j'ai appris des choses sur mon patient. Donc, on pourrait dire, je le dis de façon un peu poche, là, la collecte de données, ça dit, hey, j'ai appris de quoi, puis je suis content d'avoir donné des conditions pour voir apparaître ça. Fait que je me dis, hey boy, lui, hypothèse numéro 1, on veut générer des hypothèses le plus tôt possible. Je me dis, lui, je pense qu'il surinvestit son travail. Peut-être que le travail, c'est en défense contre d'être en relation avec quelqu'un. Peut-être que lui, la vulnérabilité, là, ça passe pas. Mais on pourrait dire ça de plein de personnes. Mais pour quelqu'un, je pense à mon monsieur, toute la séance, ça me donne une idée de ce qui m'attend. C'est comme s'il me l'a pas dit de même, mais ça me dit plan de traitement, là. Je me dis, hey, lui, il faut faire gérer tranquillement. Puis je vois l'intensité de la défense qui est mise en place pour éviter un paquet de sentiments reliés aux vulnérabilités ou à la dépendance, par exemple. Exact. On avait, Alexandre, Oui. parlé des objectifs Oui, thérapeutiques. oui, Toi, oui. tu le nommes comme ça. Oui. Moi, je le nomme travailler la demande. Oui, c'est plus beau quand tu le dis, je trouve, à travailler la demande. Ben, en fait, c'est que pour aller créer des objectifs, Oui. je vais dire réalistes ou réels, parce qu'on peut être très superficiel dans nos objectifs sans nécessairement bien travailler la demande. Donc, pour moi, l'un va avec l'autre. L'objectif, on veut aller le chercher, mais travailler la demande, ça peut être assez complexe.
quand même. Pour la raison que tu nommes avec ton patient qui vient tu sais, te parler de son travail, comment tu vas travailler la demande ou l'objectif avec lui, ça va te demander peut-être plusieurs rencontres. Des fois, en une rencontre, on est capable d'aller élaborer avec les gens. Ça dépend de la complexité de la situation aussi, Ouais. mais il faut aller chercher réellement le besoin et la réelle souffrance. Il y a des gens avec qui ça va être un petit peu plus complexe d'aller toucher à ce qui est la réelle souffrance. Tu donnais l'exemple tantôt de l'estime de soi. Mmh. Je veux travailler mon estime de Ouais. soi, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme je dis, c'est un thème extrême. Moi, quand ils me disent ça, je me dis, mais c'est un thème extrêmement important, l'estime de soi. Mais ça nous dit pas qu'est-ce que vous faites, vous, que vous faites pas à l'intérieur de vous, qui contribue au fait que vous n'avez pas une bonne estime. Ou que ce Exact. soit l'anxiété ou peu importe. Là. Toute la question de la posture de travail. Est-ce que notre patient, il est comme mûr à se mettre dans une position de travailler sur lui, là? Pour moi, tout ça, c'est des synonymes. J'aime bien ta formule, travailler la demande, l'objectif thérapeutique, mais posture de travail. Ce qui va déterminer quand même pas mal de choses. Si le patient, des fois, ils sont pas équipés ou ils sont pas rendus là à faire un travail de changement sur eux, ben, c'est un élément que moi, je vais comme déjà avoir à l'esprit dès la première rencontre, à évaluer ça, parce que sinon, on va se diriger vers une thérapie de soutien où on visera pas un changement, mais ça sera de l'hémodialyse psychologique. Ça va permettre une stabilité. Puis peut-être que dans 6 mois après, un objectif va apparaître, mais des fois que là, c'est pas là. Versus quelqu'un qui dit, hey, moi, là, j'en peux plus dans mes relations, toujours perdre tout le monde. Il faut que je comprenne qu'est-ce que je fais ou que je fais pas. Là. Mais Alexandre, je pense que tu es allé un peu vite, hein, puis tu as lancé beaucoup de thèmes importants. Là. J'essaie d'avoir juste compris un petit peu de recul. Là. Oui, c'est ça. Nous, on a une conversation. Oui, c'est ça. Oui, Mais là, ça fait là, l'effet de c'est ça, qui est de la conversation dans la conversation. Fait que là, on La va- game dans ta Ah game. oui. C'est ça, exactement. Donc, pour que ceux qui connaissent la référence. Mais on prend un petit peu de recul. Là. Parce que là, oui, vous avez parlé, mais tu parlais des objectifs, puis le type de thérapie qu'on peut faire, puis il y a comme cette clarification à aller chercher, d'abord basée sur l'analyse, puis ce qu'on en comprend du client, mais d'aller valider avec lui. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu veux dire là? Ben, mettons, évidemment, c'est juste ma perspective à moi. C'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça, mais moi, je le vois comme il y a deux sortes de thérapies. Je parle pas des approches, là. C'est-à-dire qu'il y a une thérapie de soutien, que comme je compare ça toujours à l'hémodialyse psychologique, c'est-à-dire que l'hémodialyse, ça guérit pas les reins, mais ça permet de maintenir la personne en vie. Donc, le soutien, souvent, ça a la mauvaise presse. Tu sais, c'est comme, tu fais juste du soutien. Non, le soutien psychologique, c'est plus compliqué parce que Kernberg, il disait, thérapie de soutien, c'est toutes les interventions sauf la confrontation puis les interprétations. Tu veux pas confronter ton patient puis le faire travailler parce qu'il est pas en état, il est pas rendu là, puis il n'y a pas besoin de se rendre là non plus à vouloir changer. On va donner un soutien, c'est de la validation, de l'empathie, de la compassion, des questions exploratoires, de l'intérêt, et c'est tout. Donc, des fois, on va voir des portes, mais on aurait le goût de dire avez-vous pensé que, mais on ira pas parce que la demande du patient, c'est qu'il n'arrive pas à formuler un objectif. Il dit pas qu'il veut changer, mais il est souffrant. Fait que moi, on leur dit écoutez, on peut faire une thérapie de soutien d'abord. Une thérapie de soutien, ça va vous aider à avoir une écoute professionnelle, une écoute empathique, peut-être un regard aussi sur vos propres difficultés, vos souffrances. Puis ça, du soutien comme ça fait du bien. Ça peut nous aider, mais on s'attend pas que vous allez changer quoi que ce soit. Versus la thérapie de changement, où là, le patient, il nous manifeste en travaillant la demande, comme tu dis, des fois, c'est pas clair, mais à force de faire l'évaluation psychologique, il va se rendre compte, oui, effectivement, moi, il y a des choses que je veux changer. Bon, qu'est-ce que vous voulez changer? Ben, je veux travailler mon estime. D'accord, mais donc, on va essayer de voir, puis là, c'est ma formule, là, ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous fait souffrir, qui fait en sorte que vous n'avez pas une bonne estime? Puis là, je donne pas l'exemple au complet, mais la personne, c'est parce que j'ai tendance à être bien exigeante envers moi-même, puis je me tape ça à la tête quand je réussis pas. Je le simplifie un peu. OK, fait que finalement, travailler son estime, c'est un grand thème important, mais c'est pas un objectif. Mais là, on est en train de dire, c'est quoi, là, je bricole, c'est quoi les déclencheurs qui font en sorte que des fois, vous allez tellement vous taper ça à la tête, vous allez vous punir, vous allez vous mutiler, vous allez faire. C'est quoi les déclencheurs qui fait qu'à ces moments-là, effectivement, vous affectez très négativement votre estime. Ah, ouais, fait que là, il faudrait voir les situations où c'est que je me tape sur la tête, puis ou quel genre de personnes que je rencontre, puis que ça suscite ça. Là, on est comme en business pour une thérapie de changement. Bon, la réalité est complexe parce que dans une thérapie de changement, tu offres du soutien aux patients. C'est pas comme cliver ces affaires-là, tu sais. Donc, il y a des gens qui peuvent changer aussi, même, entre guillemets, avec juste du soutien. Mais c'est juste pour moi, c'est mon souci, c'est que le cadre soit clair avec mes patients, puis qu'ils ont du droit de choisir, que c'est pas une qui est meilleure que l'autre. La meilleure, en fait, c'est celle qui est ajustée
à où le patient y est rendu, là. Je sais pas que tu en penses, hein? Tout à fait d'accord avec toi. Non, puis ce que je trouve intéressant aussi, ça vient valoriser aussi beaucoup la thérapie de soutien parce que, tu sais, oui, par Mhm. exemple, chez Famio, il y a des psychologues, mais il n'y a pas juste des psychologues, il y a d'autres professionnels aussi qui accompagnent. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller vers une thérapie qui vise un changement, qui va être vraiment de l'ordre de la psychothérapie. Et donc, ça vient valoriser ce rôle-là. Puis, ce que j'entends aussi, c'est que, tu sais, des fois, on va parler de limites, mais c'est pas juste notre limite à nous, professionnels, dans ma compétence, mais c'est aussi surtout la limite du client dans ce qu'il est capable d'accomplir. Puis la première rencontre nous donne des indices Exact, importants, donc on va aller identifier les hypothèses, puis après ça qu'on va venir valider avec le client, définir avec lui la demande, le besoin, les objectifs. exact. Exact. Puis, moi, je mets l'emphase aussi sur, en première rencontre, évidemment, on a parlé de tout l'accueil, le lien, savoir ce que relationnellement on va faire ensemble, mais le circuit de la demande. Faire le circuit de la demande. C'est-à-dire? En fait, la demande, elle arrive dans quelque part. Par exemple, Alexandre, tu travailles avec des psychiatres. Parfois, c'est le psychiatre qui va te référer. Qu'est-ce que la personne vient chercher? Elle a été volontaire, semi-volontaire, elle a voulu plaire. Moi, j'ai 20 ans en milieu hospitalier. Le nerf de la guerre, le pain quotidien, c'est de recevoir des requêtes, des demandes des autres professionnels comme travailleurs sociaux et c'est des commandes, mais pas nécessairement réalisables, comme mes 10 dernières années et plus en hémato-onco, en soins palliatifs. Puis là, les gens qui vont m'écouter vont reconnaître, fais-le cheminer. Donc, faire cheminer, Mmh. c'est ça. Déjà, on a un problème de posture. On a Une demande, oui, plusieurs plusieurs problèmes problèmes. dans ça, mais en même temps, on comprend les référents parce qu'un médecin qui doit arrêter les traitements dits actifs, et là, il y a une transition à accompagner chez nos clientèles, par exemple, vers les soins palliatifs. Donc, on est dans une nouvelle trajectoire de soins avec des objectifs de soins, mais il y a les familles autour ou le patient lui-même qui n'est pas rendu là du tout, mais on comprend la souffrance des référents. Donc, c'est des demandes qui se travaillent auprès des clientèles parce que moi, je ne vais pas arriver avec la commande du médecin de convaincre le patient qu'il faut qu'il soit content de mourir ou qu'il accepte d'aller en maison de soins palliatifs pour mourir. Donc, accompagner les transitions, ça ne veut pas dire rejeter la demande initiale de notre collègue, mais c'est de la travailler différemment auprès de notre usager et des proches. Et parfois, c'est en explicitant avec la personne elle-même comment vous percevez ma présence, mais également la référence obtenue du médecin. Comment vous le percevez, le médecin, quand il vous dit faut que vous alliez en maison de soins PAL, parce que quand même, accepter de mourir, c'est une grosse mission, là, quand même. Là. C'est une grosse mission. Ou quand, au soutien à domicile, les infirmières sont mal prises dans des conflits de famille, par exemple. Donc, la famille ne demande pas, le patient, l'usager désigné ne demande pas, mais on a des infirmières, des soignants en souffrance par rapport à ces conflits-là. Donc, comment on va se placer? L'interdisciplinarité va beaucoup aider d'ailleurs quand on travaille la demande auprès des familles et des usagers, d'accompagner l'infirmière, de se faire présenter par l'infirmière, d'expliciter pourquoi l'infirmière a demandé le travailleur social, ça va faciliter beaucoup la construction d'une intervention. Donc, on passe de commande à essayer d'avoir une demande de la part des usagers eux-mêmes à travers ça. Donc, on construit une demande plutôt que d'agir des commandes. Wow! Hein? Il n'y a rien à rajouter là-dessus, hein? Non, mais ça me fait écoute, il y avait plein de vieux souvenirs qui me revenaient à ma pratique à l'hôpital. Il y a une liste d'attente, puis là, il y a une patiente l'autre qui est très queruleuse, qui fait le nom m'échappe, là, le qualificatif, là, qui fait toujours des plaintes OK. quérulentes. Donc, mettons, je vais le dire comme ça, elle gosse le psychiatre, je veux un psychologue, mais dans le fond, elle fait ça un peu partout. Là, finalement, il la met en priorité. Mais le psychiatre, c'est juste qu'il est plus capable. Tu comprends? Il est débordé. Il trouve ça dur de se faire harceler, entre guillemets. Fait que là, il la renvoie. Puis là, il veut comme, il a la patate chaude. Je peux comprendre. Puis il fait comme, ben là, hey, Alexandre, occupe-toi donc de cette patiente-là. Là, elle veut faire de la thérapie. Mais quand je la rencontre la première fois, elle veut pas faire de thérapie. Mais il veut juste, lui, avoir un break. Fait que, c'est pour ça que je trouvais que ton exemple était vraiment tellement bon. Attends une minute, là, la demande vient de qui, finalement? C'est le psychiatre, dans le fond, qui a besoin de soutien. Exact. C'est lui qui a besoin de soutien. Puis là, je dis, ben, regarde, tu veux-tu qu'on fasse les entrevues à deux à la place? Mais elle n'est pas prête, la patiente. Non, mais c'est parce que là, elle n'arrête pas. Il faut comprendre pourquoi qu'elle veut porter plainte partout et qu'elle n'est jamais satisfaite. Mais peut-être que, mais clairement, après une séance, elle ne veut rien savoir d'une psychothérapie. Mais elle l'a demandé. Oui, mais en apparence, mais quand tu grattes en dessous, l'enjeu n'est pas là. Fait que ça me faisait penser à des situations comme ça où la demande
la commande, comme tu dis, transformer la commande en demande, tu sais. Oui. Je trouve ça tellement une belle formule, là. Et avec les parents, tu sais, Jean-François, quand je pense à chez Familiaux, je dis souvent avec les intervenants ici, c'est le nerf de la guerre, les parents qui amènent l'adolescent ou l'enfant. Donc, on va faire la même chose. Parfois, le parent va amener son ado parce que l'ado est souffrant dans ses relations, une peine d'amour, l'intimidation à l'école. Donc là, de voir notre adolescent, l'enfant, devient assez légitime. Par contre, il y a beaucoup de parents qui vont arriver parce qu'ils sont en problème relationnel avec leurs enfants. On va faire la même chose, on va pas juste prendre la commande, mais on va pas rejeter le parent non plus dans sa souffrance. Exact. On va construire avec la famille et parfois encore là, l'interdisciplinarité peut nous aider. Par exemple, il peut y avoir une intervenante qui va avoir un enfant et on peut faire des rencontres de famille également ou juste de parents. Donc, essayer de faire un petit peu des deux plutôt que de tenter de réparer l'enfant qui écoute pas ou qui fait des crises. Donc, ça prend quand même de la patience et une capacité comme intervenant à prendre sa place pour aller explorer avec le parent qu'est-ce qui est la souffrance. Parce que oui, il fait des crises, mais votre souffrance à vous comme parent, c'est quoi? C'est de ne pas savoir quoi faire. J'ai l'impression que je suis un mauvais parent parce que mon enfant n'écoute pas. Je suis gênée des fois aussi de mon enfant, tu sais, Ah qui oui. fait des crises. Ah oui, 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 j'ai honte. Hein, J'ai il me honte. fait honte. Là, l'école m'appelle tout le temps. Tu Ah sais, oui, donc, il oui. y a plein d'émotions, de vécus, de souffrances qu'on peut aller explorer pour pouvoir avoir un objectif thérapeutique par la suite. Même chose chez les enfants, essayer avec les parents de comprendre qu'est-ce qui fait que l'enfant va faire autant de crises. On va explorer et pas juste se garrocher à vouloir aller faire des traitements de gestion d'émotions chez l'enfant de 6 ans, par exemple. Oui, oui. Hein, on Ah va oui. Ah construire. oui, c'est bon ça. Mais c'est tellement complexe, hein, parce qu'il faut d'une part être capable de commencer à créer son lien, Mhm. tu sais, ce qui est central, mais en même temps comprendre d'où vient la demande, quels sont les objectifs, quelle posture je dois prendre, quelle approche. Est-ce que c'est stressant, la première rencontre pour un intervenant? Comment vous le vivez, vous, cette première rencontre-là? Mais avant de répondre, parce que c'était vraiment bonne ta question, c'est ce que ça remet en perspective quand tu sais, quand interviens, Jean-François, comme ça, c'est on est dans un métier impossible. Tu comprends? Et c'est impossible dans le sens qu'on peut pas faire comme un ingénieur qui dit, hey, le building est construit, il va tenir pour les 50 prochaines années. Nous autres, on bricole. Mmh. On bricole peut-être avec compétence, on bricole peut-être, on a de l'expérience, mais on bricole quand même. On est dans l'approximatif. Fait que quand tu résumes ça comme ça, c'est comme, hey, bonne question, là. Et on bricole avec des essais et des erreurs. Exact. Puis, en fait, tu sais, pour ta question de comment on peut se vivre, évidemment, tu sais, on en jasait un peu. Moi, je le vis toujours, mes nouveaux groupes, les nouvelles familles, les nouvelles demandes, avec beaucoup d'excitation parce que moi, j'aime ça construire, puis découvrir, puis essayer. Mais ça va évidemment demander beaucoup d'humilité. Tu sais, quand on part avec une pression d'être bon, c'est pour ça travailler la demande, là, pour moi, me faire une tête sur le circuit, ça va m'aider. Parce que si je pars avec de la pression plutôt que de l'humilité de découvrir et de construire, je suis faite. Là, ça devient très angoissant, beaucoup plus. Tu sais, si j'ai de la pression de toute mon équipe pour aider-le à cheminer, par exemple, puis que je me mets pas moi-même dans une posture de parler avec mes collègues ou avec moi-même de ouais, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Je vais essayer de construire en fonction du contexte. Donc, de la commande, de la souffrance de l'équipe, mais de la situation réelle de la personne qui est pas en phase avec l'équipe actuellement. Donc, je vais arriver dans une posture comme ça, je vais être moins stressée que si je réfléchis pas, puis je prends mes requêtes, puis que là, je m'en vais agir quelque chose, c'est beaucoup plus angoissant. Donc, moi, je le vis avec humilité, avec plaisir, en sachant que ça se peut que je me fasse fermer la porte d'en face aussi, puis que je dois vivre avec ça. Mais ça demande de se regarder puis de réfléchir à ce qu'on fait à peu près tout le temps. Oui, c'est ça. Puis écoute, j'ai la métaphore de l'improvisation. Mhm. C'est on a des, même en improvisation, il y a des repères. Il y a des choses que tu peux pas faire en impro, des choses que tu peux, que non, à moitié. Donc, on co-improvise avec la famille ou avec le patient. Fait que ça, pour moi, c'est à la fois, moi, je trouve ça, je suis toujours ému, ça serait un peu fort, mais tu sais, je me dis, hey, là, je vais rencontrer cette personne-là, là. On va passer peut-être dans notre programme à l'Institut, c'est 2 ans, là. Je vais peut-être passer 2 ans avec elle ou avec lui, en thérapie de groupe, en individuel. Il y a comme une expérience humaine où là, des fois, moi, c'est un mélange de fébrilité, puis en même temps de sentiment de privilège. Tu dis, hey, moi, là, je vais essayer de gagner la confiance de quelqu'un pour l'accompagner dans son cheminement comme ça, psychique. Là, on parle pas
d'aller acheter quelque chose au magasin, là. On parle d'une transformation potentielle au niveau psychologique, émotif, des gens polytraumatisés, là, qui sont suicidaires, qui sont dans des situations épouvantables au plan psychique, puis de dire, hey, comment je vais l'accompagner? Il y a comme un peu le. Puis c'est pour ça que j'insiste sur l'affaire de l'improvisation. Je trouve que ça nous ramène sur le plancher des vaches, tu sais. Oui. Fait que pour ça, c'est un mélange de fébrilité, de hâte, de sentiment de je suis donc chanceux de faire ce job-là. Puis en même temps, ben là, je fais pas ça tout seul, on fait ça ensemble. Comme tu l'expliques si bien, hein, quand on travaille la demande, on fait Ouais. pas ça tout seul de notre bord, là. Construire ensemble, construire avec les équipes Oui, aussi. Donc, utiliser nos collègues de travail qui vont nous présenter, qui vont introduire un contexte favorable aussi pour qu'on soit auprès des gens. C'est important. Le contexte par rapport à ça aussi, Jean-François, pour ta question de comment on peut se sentir, par exemple, tu sais, moi, je parle de mon excitation, puis que c'est la découverte. J'aime ça, mais ça fait quand même longtemps que je travaille. C'est important de se donner une aisance, puis pour ça, tu sais, on a déjà parlé ensemble de la supervision, le mentorat, donc les personnes qui sont plus jeunes dans les métiers soient soutenues pour ça. Parce que quand tu te fais ramasser en rentrant à domicile ou qu'il y a un papa qui arrive en furie chez Familiaux, puis c'est comme hein, tu te fais peinturer dans le coin un petit peu, là, c'est important d'avoir un espace pour reprendre ça, réfléchir à la fonction de ça. Hein, nos résonances aussi, j'en parle souvent, comment on se sent dans une première rencontre, il faut essayer d'aller l'explorer après pour avoir une position, une approche différente, mais pas une approche, on est nous-mêmes, mais aller comprendre la fonction de ce qui s'est passé dans cette première rencontre. Mais il faut aller le réfléchir avec des gens, puis je dis même, j'ai de l'expérience, mais même avec mon expérience, je vais toujours en supervision et je vais toujours réfléchir à ces enjeux-là. Et lorsque j'ai une première formation, un premier groupe, une première famille, il faut que je puisse avoir un espace pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Des fois, j'ai pas besoin de le comprendre, ça s'est bien passé, c'est pas un enjeu. Mais en effet, des fois, on est titillé, on n'est pas bien dans comment les choses se passent, on craint de se faire flusher, et là, c'est tous les enjeux aussi d'être jugé par nos équipes ou de perdre des sous si on est en pratique privée. Donc, il faut avoir ces espaces-là pour le réfléchir. oui, on voit hein, comment. Ben, écoute, c'est parce que je nous écoute, puis je me dis, hey, quand tu parles comme ça, quand on échange, j'ai l'impression qu'on rejoint les 2 premiers podcasts. Tu sais. Exact. Hein, on parle du cadre. Quand tu parles de travailler la demande, tout ce que tu viens de dire, travailler la demande, c'est comme c'est le cadre. C'est en même temps, ça prend une posture. Hein, tu parles de modestie, tu parles d'humilité. Puis là, on arrive aujourd'hui avec ce thème-là, la première rencontre. Je dis, c'est comme un fil d'Ariane hein, qui nous. Moi, c'est drôle, quand tu parlais comme ça, je me disais, je dis souvent ça à mes patients, quand ils sont plus, mettons, en milieu de thérapie ou fin de thérapie. Je sais pas pourquoi je me souviens tout particulièrement de la première séance, parce qu'elle est marquante, c'est quand on s'est rencontrés. Puis je leur dis des fois parce que des fois, ils sont tellement dans le clivage, puis ils disent, j'ai rien fait de bon, ou l'inverse, ça va mieux, tu sais. Puis ils disent des choses que au début, tu dis, mon Dieu, si jamais elle dit ça, ça va être quasiment un miracle. Puis finalement, les petits miracles arrivent de temps en temps. Puis je leur dis, hey Chantal, et vous imaginez la première fois que vous êtes rentré dans mon bureau, est-ce que vous auriez pu imaginer d'avoir été capable de faire ce que vous avez fait hier soir? Comment vous réussi à vous réguler plutôt que. Ça a toujours un effet, parce que là, c'est comme si, il semble que le psy les porte, mais on revient à la fameuse première séance qui sont arrivés dans un état où c'est que. Puis je trouve que c'était comme ça devient un repère pour. Ben, en tout cas, je l'utilise comme ça, là, comme un repère pour les faire réfléchir sur hey, vous avez fait du chemin. Parce que des fois, ils sont tellement pris dans des auto-dénigrements, d'auto-effacement, puis moi, j'avance. Puis c'est comme, ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, j'aurais jamais pensé faire ça. C'est comme le statut particulier de la première demande, hein? Oui. La Donc, la première première demande, c'est un rencontre. beau La lapsus. première rencontre. La première La rencontre. première demande qui change au fil du Oui, temps. c'est ça. Puis peut-être juste en terminant, tu as Oui, parlé posture et cadre. En effet, on revient à ça. oui, La première rencontre va nous servir à établir, en tout cas, du moins pour moi, parce que tu me dis, ah, toi, tu vas peut-être y aller un petit peu plus tard dans le processus parce que c'est plus cadré dans l'institution, oui, les c'est ça. interventions, mais quelques règles du jeu hein, en première rencontre. D'ailleurs, quand j'explore les préoccupations des gens qui viennent en famille, en couple, déjà en partant, parfois, on va les établir, les règles du jeu. Ah, j'avais peur qu'on se chicane parce que là, lui, il m'écoute jamais. Tu sais, quand ça commence comme ça, on peut déjà établir quelques règles du jeu sur notre fonctionnement
rencontres actuelles et les futures rencontres. Des fois, ça peut se placer comme ça, comme le respect, la confidentialité. À la première rencontre, c'est comment on va aussi faire ensemble les prochaines fois. Donc, si je rencontre des couples, je vais leur demander si vous m'écrivez un courriel, il faut que vous soyez les deux en CC, par exemple. Vous ne m'écrivez pas à moi tout seul. Il faut que votre conjointe, votre conjoint soit aussi dans la boucle tout le temps. Je ne fais pas d'intervention par courriel. Si vous m'écrivez, c'est vraiment pour changer un rendez-vous, l'heure du rendez-vous, un document que vous deviez m'envoyer. Je ne fais pas d'intervention par courriel. Ce que vous avez à me dire, vous allez le dire en rencontre, en présence de votre conjoint. Donc, on en profite pour établir les règles du jeu comme ça. Exact. Puis moi, mettons peut-être pour conclure aussi, je dirais qu'il y a 2 sortes de conditions. Il y a des conditions justement de base où le rendez-vous il est à telle heure, puis effectivement la confidentialité, il y a les courriels. Donc, ça va être le plan de crise en cas de crise suicidaire, bon, les règles de fonctionnement. Donc, c'est des conditions qu'on va offrir, qu'on va déjà déposer un peu dans la première rencontre. Mais aussi, je laisse toujours la place en disant, voici les conditions. Donc, ce que je dois respecter, ce que vous devez respecter, mais on va aussi développer des conditions qu'on va découvrir ensemble pour que vous allez avoir besoin pour bien travailler en thérapie. Là, on va reparler. Là, je parle des ajustements de cadre. Peut-être que des fois, vous allez avoir besoin de venir je ne leur dis pas ça d'entrée de jeu comme ça, mais peut-être que dans 6 mois, ils vont avoir besoin de venir 2 fois par semaine. Puis là, donc, les conditions vont évoluer. Fait qu'il y a des conditions. L'affaire du courriel, ça ne changera pas. Le 50 minutes, il risque de pas mal être stable. Mais on va faire des ajustements aussi dans les questions à partir de la première rencontre. On peut déjà semer ça, l'idée qu'il va y avoir un ajustement tout au long de la thérapie. Les conditions peuvent changer pour que ça soit au service de la symbolisation, du travail d'introspection, etc. Ah ben c'est ça, c'est intéressant. Ben, ça revient sur les thèmes qu'on a déjà abordés dans le Exact, c'est podcast. ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est que lorsqu'on a déposé la question de la première rencontre, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, vous avez tout de suite été sur le lit. Il y a quelque chose de, oui, il y a le cadre qui est super important, tout ça, mais c'est beaucoup plus comment que moi, je me positionne, comment je vais aller chercher de l'information, comment je laisse la place au client de se déposer. Le cadre se fait à travers ça. Mais c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça, la première rencontre. C'est là qu'on a nos petites antennes là, qui Tout à travaillent fait. fort. Être à l'écoute de soi et de l'autre dès la première seconde. Écoutez, je vous souhaite de belles prochaines premières rencontres. Puis que ce podcast-là va aider tout le monde à mieux se positionner et à répondre à certaines questions qu'ils avaient. Puis remettre en place des choses que sûrement beaucoup connaissent, mais que ça fait toujours du bien de se replonger à travers ces concepts-là. Puis donc, troisième podcast. Si jamais vous avez d'autres thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous communiquer. Vous écrivez, vous parlez avec Alexandre, avec Marie-Josée ou avec moi, Jean-François Féminier. OK, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous et c'est précieux l'écoute que vous nous offrez. Merci Jean-François. Merci Marie-Josée. Merci. Merci.